2 heures. C'est exactement le temps que Kylian Mbappé et le reste de l'équipe de France ont passé enfouis dans les entrailles du Lincoln Financial Field, pendant qu'à l'extérieur, l'un de ces orages d'été typiques de Philadelphie déchirait le ciel, transformant ce qui ressemblait à une promenade tranquille en phase de groupe en quelque chose de bien plus étrange, de bien plus révélateur que ce que personne n'avait imaginé. Lorsque les joueurs sont enfin revenus, en courant sur la pelouse pour disputer la seconde période, ils ne retrouvaient tant pas un match remis à neuf. Ils entrèrent dans un problème. Des flaques, de l'eau stagnante répandue sur plusieurs zones du terrain. Des employés du stade poussant des raclettes sur l'herbe pendant que 60 000 spectateurs patientèrent en tribune, certains trempés, d'autres abrités sous le moindre toit disponible, et qu'un match de Coupe du Monde restait suspendu dans une sorte d'entre-deux. Mbappé l'a vu immédiatement. Et lorsque la France a fini par battre l'Irak 3-0, il avait quelque chose à dire. Alors, que s'est-il vraiment passé à Philadelphie ? Pourquoi cet incident a-t-il dépassé le stade de la simple note de bas de page pour devenir un vrai sujet de discussion ? Et que nous dit tout cela sur un tournoi qui porte déjà davantage de poids politique et opérationnel que n'importe quelle Coupe du Monde de mémoire récente ? Reprenons les choses sérieusement, parce que les couches de cette histoire sont plus profondes qu'elles n'en ont l'air. Commençons par ce qui s'est passé sur le terrain, parce qu'il faut cette base pour comprendre pourquoi le reste compte. La France abordait cette rencontre avec déjà 6 points pris lors de ses 2 premiers matchs de groupe. Un résultat positif contre l'Irak devait pratiquement lui offrir son billet pour les 16e de finale, quoi qu'il arrive ailleurs dans le groupe I. Pour l'Irak, la situation était à l'exact opposé. 0 point après 2 rencontres, avec une élimination très réelle en perspective si l'équipe ne parvenait pas à obtenir quelque chose ici, même si le nouveau format et ses 8 places réservées aux meilleurs troisièmes laissaient encore une mince bouée de sauvetage. Les enjeux étaient radicalement différents pour les deux camps et cette asymétrie donnait déjà une atmosphère particulière au match avant même l'arrivée de l'orage. Mbappé avait ouvert le score à la 14e minute. Un premier contrôle maîtrisé sur une passe glissée dans la surface, puis une frappe basse précise qui a trompé le gardien irakien Ahmed Bosl. La France contrôlait fermement la rencontre, et le match semblait suivre exactement le scénario que la plupart des observateurs avaient anticipé. Puis le ciel au-dessus du sud de Philadelphie s'est assombri brutalement. Autour de la pause, l'arbitre Drew Fisher a identifié le danger et a renvoyé les deux équipes au vestiaire. Ce qui a suivi, c'est une interruption qui s'est étirée pendant plus de 2 heures, avant qu'un seul ballon ne soit rejoué en seconde période. La durée précise de cette attente n'a rien d'arbitraire. La FIFA applique dans ce tournoi un protocole très strict en cas de foudre. Le jeu doit être arrêté et toutes les zones de tribunes exposées doivent être évacuées dès qu'un éclair est détecté dans un rayon de 8 miles autour du stade, soit près de 13 km. Et voici ce qui prolonge encore davantage ce type de situation. Chaque nouvel éclair remet le compteur à 0. Il ne suffit donc pas d'attendre qu'une cellule orageuse passe pour reprendre aussitôt. Si la foudre continue de tomber dans ce rayon de 8 miles, l'attente recommence à chaque fois. Le soir du 22 juin, c'est exactement ce qui s'est produit au-dessus de Philadelphie, et le résultat a été une interruption qui a duré plus longtemps que le dîner prévu par beaucoup de monde. Lorsque les équipes sont finalement revenues s'échauffer pour la deuxième mi-temps, le retard n'était pas encore complètement derrière elles. Les jardiniers du stade étaient toujours sur la pelouse avec des raclettes, repoussant l'eau stagnante hors de la surface de jeu. Le détail essentiel, et c'est précisément celui sur lequel Mbappé s'est arrêté, était que le nettoyage n'avait pas été uniforme. Le côté est du terrain avait été traité. Le côté ouest, celui par lequel la France avait construit l'essentiel de son jeu offensif pendant la première période, n'avait clairement pas bénéficié du même niveau d'attention. Ce n'était pas une rumeur, ni une plainte lancée isolément. Les caméras de télévision l'ont montré en direct. Une moitié du terrain était sèche, l'autre restait mouillée, alors même que le match avait repris. La frustration de Mbappé n'est pas restée privée. Les caméras l'ont filmé à plusieurs reprises en train de désigner des zones précises de la pelouse, signalant les endroits problématiques au staff technique français sur le bord du terrain pendant que la deuxième période se déroulait. Ce n'était pas une remarque lâchée dans le tunnel après le coup de sifflet final. C'était une irritation visible, continue, en direct devant des millions de téléspectateurs. Le capitaine français était clairement mécontent des conditions dans les zones mêmes où son équipe devait créer des occasions. Après la victoire française 3-0, Mbappé s'est exprimé devant les journalistes français et a dit les choses simplement. Son propos n'était pas de dire que la pelouse était un désastre ou que le tournoi était un échec.
Il était plus précis que cela et au fond plus embarrassant justement parce qu'il était précis. Il a expliqué qu'il voulait que les deux moitiés du terrain soient traitées selon le même standard, et il a souligné que la zone dans laquelle la France évoluait comportait encore beaucoup d'eau stagnante lorsque le match a repris. C'est une plainte précise, documentée, appuyée par ce qui était visible à l'image. Et c'est le genre de critique difficile à balayer d'une réponse générale sur le caractère imprévisible de la météo. À son crédit, Mbappé a pris soin de ne pas transformer cette affaire en quelque chose de plus grave que le moment ne le justifiait. Il a clairement dit qu'il ne considérait pas cela comme un problème sérieux et qu'il ne pointait pas du doigt les employés qui travaillèrent sur place ce jour-là. Ce détail compte parce qu'il place ses commentaires dans une catégorie fondamentalement différente des critiques plus larges, plus bruyantes, qui entourent cette Coupe du Monde depuis bien avant le match d'ouverture. Ce qu'il a dit était spécifique, mesuré et assumé publiquement. Pas une charge contre la FIFA. Une observation ciblée sur un match, une pelouse, une moitié de terrain qui n'avait pas été correctement traitée après une interruption liée à la météo. Mais le contexte ne coopère pas toujours quand on préférerait garder une affaire contenue. Car ce qui s'est passé à Philadelphie n'est pas tombé dans un environnement neutre. C'est arrivé au cœur d'un tournoi qui accumule les controverses opérationnelles et politiques depuis avant même le coup d'envoi. La source de bruit la plus persistante, ce sont les pauses d'hydratation obligatoires imposées par la FIFA. Introduites spécifiquement pour protéger les joueurs de la chaleur extrême dans des villes hautes comme Miami, Dallas et Los Angeles, ces interruptions programmées, une pause standardisée de 3 minutes placée à peu près autour de la 20e minute de chaque période, déclenchent des sifflets dans stade après stade depuis le match d'ouverture. Le problème n'est pas la logique qui les justifie dans les enceintes où la chaleur rend cette mesure légitime. Le problème, c'est que la FIFA les applique uniformément dans les 16 stades, y compris dans des installations couvertes et climatisées où la justification initiale n'existe tout simplement pas. Les supporters présents dans ces stades ont dû assister à des pauses chaleur obligatoires dans des environnements sous air conditionné et ils ont réagi de la seule manière prévisible, par une frustration massive, sonore, difficile à ignorer. Le retard de Philadelphie ajoute une dimension totalement différente à cette même discussion générale. Il ne s'agit pas ici de gérer la chaleur. Il s'agit de savoir si un tournoi réparti entre 16 stades dans 3 pays, traversant des climats aussi différents que le sud du Texas en juin et les stades d'altitude du Mexique, est réellement équipé pour gérer toute la gamme de conditions qu'un été nord-américain peut produire. Une interruption de 2 heures à cause de la foudre suivie d'une pelouse évacuée de manière inégale lors d'un match de groupe très suivi, ce n'est pas seulement un accroc opérationnel. C'est un élément que les critiques de l'infrastructure logistique de ce tournoi citeront, à tort ou à raison, comme la preuve que l'ambition organisationnelle a dépassé la préparation concrète sur le terrain. Et c'est ici que la politique devient impossible à séparer du football, parce que l'arrière-plan politique qui entoure la FIFA dans cette Coupe du Monde ne ressemble à rien de ce que le sport a connu à l'époque moderne. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est arrivé dans ce tournoi alors qu'il faisait déjà l'objet d'une plainte éthique déposée en décembre de l'année précédente par Fair Square, une organisation bien connue de défense des droits humains. Cette plainte évoquait 4 violations présumées du propre code de neutralité de la FIFA, toutes liées à l'alignement de plus en plus public d'Infantino avec le président des États-Unis, Donald Trump. La plainte avait notamment été déclenchée après qu'Infantino a remis à Trump le tout premier prix FIFA de la paix lors de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du Monde à Washington, D.C. en décembre, une cérémonie que les critiques ont immédiatement décrite comme un événement politique déguisé en rendez-vous sportif. Plusieurs responsables du football européen ont quitté le congrès de la FIFA à Paris au début de 2025 après l'arrivée d'Infantino, avec plusieurs heures de retard, parce qu'il accompagnait Trump lors d'un voyage de golf au Moyen-Orient, privilégiant ouvertement sa relation avec le président américain en exercice au détriment d'une réunion programmée de l'instance dirigeante. Des représentants de l'UEFA ont déclaré publiquement que modifier à la dernière minute l'horaire du Congrès pour l'adapter à ce qui ressemblait à des intérêts politiques privés ne rendait aucun service au football. Le CIO a ouvert sa propre enquête sur la conduite d'Infantino en février de cette année après qu'il a été photographié lors d'un événement politique portant une casquette rouge avec le mot USA et les chiffres 45-47, une référence directe aux 2 mandats présidentiels de Trump.
Pour une organisation qui passe depuis des décennies son temps à se présenter comme un organisme international politiquement neutre, ces images étaient pas difficiles à justifier. Miguel Maduro, ancien président du comité de gouvernance de la FIFA, a publiquement qualifié le comportement d'Infantino de violation claire des statuts de la FIFA sur la neutralité. Dans un discours à Miami, Infantino aurait lui-même déclaré que tout le monde devrait faire ce que Trump fait, une phrase qui, venant d'un homme à la tête d'une organisation comptant plus de 190 fédérations membres, chacune avec ses propres réalités politiques, relevait soit d'une naïveté stupéfiante, soit d'un signal délibéré d'alignement. La plainte pénale déposée contre Infantino par son ancien patron à l'UEFA, Michel Platini, quelques jours seulement avant l'ouverture du tournoi, a ajouté une couche supplémentaire à l'affaire. Selon l'avocat de Platini, Olivier Baratelli, la plainte affirme qu'Infantino s'est coordonné avec d'autres personnes pour empêcher Platini de pouvoir un jour briguer la présidence de la FIFA. Reste à voir si cette plainte débouchera sur quelque chose de substantiel, mais son calendrier, en pleine première semaine du tournoi, correspondait exactement au type de distraction que la FIFA aurait préféré éviter. Il y a ensuite la question saoudienne qui n'a pas disparu. La décision de la FIFA d'attribuer la Coupe du Monde 2034 à l'Arabie saoudite constitue depuis des années une source continue de controverses, les critiques pointant le bilan du gouvernement saoudien en matière de droits humains et dénonçant ce qu'ils décrivent comme une tendance de la FIFA à attribuer de grands tournois à des États autoritaires prêts à payer pour ce privilège. Les Coupes du Monde successives en Russie en 2018 et au Qatar en 2022, toutes deux attribuées à l'issue d'un processus de candidature que des enquêteurs ont ensuite confirmé comme profondément corrompu, ont établi un précédent que, selon les critiques, la décision saoudienne pour 2034 ne fait que prolonger sous un autre habillage. Euronews a diffusé un reportage documentaire détaillé à peine une semaine après le début de ce tournoi, décrivant ce qu'elle qualifiait de réaction éthique sans précédent contre Infantino. Le sujet mettait en avant son alignement ouvert avec la Maison-Blanche, un scandale de visa très médiatisé qui a empêché le meilleur arbitre africain d'entrer aux États-Unis pour officier pendant le tournoi, ainsi que l'image donnée par des pauses d'hydratation utilisées comme espace publicitaire pendant les retransmissions en direct. Ce dernier point, des interruptions obligatoires du jeu qui, comme par hasard, durent 3 minutes et coïncident avec des séquences commerciales précises, a nourri les spéculations sur les arrangements financiers qui pourraient sous-tendre la décision d'imposer ces pauses, quelles que soient les conditions météorologiques réelles dans chaque stade. La FIFA n'a pas répondu directement à ces préoccupations spécifiques. La dotation de ce tournoi atteint un record de 871 millions de dollars, un chiffre vertigineux en soi et qui soulève ses propres questions. Où va cet argent? Qui le capte? Et quel lien existe entre cette échelle financière et les décisions de gouvernance qui ont fait de cette Coupe du Monde à la fois la plus grande de l'histoire et la plus politiquement complexe? Avec 48 équipes, 104 matchs et 16 villes réparties dans 3 pays, l'ambition de la FIFA est réellement historique. Les défis opérationnels et politiques qui accompagnent cette ambition le sont tout autant. Rien de tout cela ne signifie que le football lui-même ait été mauvais. Au contraire, l'une des tensions qui définissent ce tournoi tient précisément au contraste entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se déroule autour. Parce que sur le terrain, la Coupe du Monde 2026 a déjà produit certains des moments individuels les plus mémorables de l'histoire de ce sport. Le même soir où Mbappé désignait des zones mouillées à Philadelphie, Lionel Messi réécrivait les livres de records à Arlington, au Texas. Le match de groupe de l'Argentine contre l'Autriche est devenu la soirée où Messi est officiellement devenu le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde masculines. Il a inscrit son 17e but à la 38e minute pour dépasser la légende allemande Miroslav Klose, puis en a ajouté un 18e avant la fin de la rencontre, prenant seule possession du record si l'on considère à la fois les Coupes du Monde masculines et féminines, à égalité avec la Brésilienne Marta comme le joueur le plus prolifique de toute l'histoire du tournoi. L'Argentine a gagné 1-0 et Messi avait auparavant baissé la tête de frustration après avoir manqué un penalty, avant de la relever quelques minutes plus tard pour marquer le but le plus important de sa carrière sur le plan historique. Dans le même temps, le doublé de Mbappé contre l'Irak a porté son total personnel en Coupe du Monde à 16 buts, soit le niveau auquel se trouvait le record de Klose avant que Messi ne le dépasse ce même soir. La course entre ces deux joueurs pour le soulier d'or de ce tournoi est devenue l'un des feuilletons individuels les plus réellement captivants vus dans une Coupe du Monde depuis des décennies.
Tous deux avaient inscrit 4 buts pendant la phase de groupe avant d'aborder les matchs à élimination directe. L'écart entre eux, au classement historique des buteurs, en Coupe du Monde est de 2 buts. Messi à 18, Mbappé à 16, mais dans ce tournoi précis, à cet instant, il n'y a aucun écart. Ils sont à égalité. Et si l'un ou l'autre atteint la finale, la possibilité que le record absolu et le soulier d'or du tournoi se décident dans le même match entre deux joueurs de la même génération correspond exactement au genre de récit que même le service marketing de la FIFA n'aurait pas pu inventer. Pour Mbappé en particulier, cet après-midi à Philadelphie portait une étrange dualité. D'un côté, une frustration visible et documentée concernant des conditions qu'il n'aurait pas dû avoir à affronter dans un match de Coupe du Monde. Une plainte précise sur un nettoyage inégal qui a laissé son équipe avec de moins bons appuis que son adversaire, capté par les caméras et confirmé par ses propres déclarations d'après-match. De l'autre, l'une des journées individuelles les plus importantes de sa carrière internationale sur le plan statistique. Un doublé qu'il a installé seul à la 2e place du classement historique des buteurs en Coupe du Monde, le soir même où l'homme qui le devançait désormais battait le record. Ce contraste dit quelque chose de vrai sur ce tournoi. Le football est extraordinaire. La gouvernance est chaotique. Les performances individuelles sont historiques. Les décisions opérationnelles génèrent des plaintes qui ne disparaîtront pas simplement parce que le match suivant commence. En vue des matchs à élimination directe, la FIFA n'a publié aucun communiqué officiel traitant directement des conditions inégales du terrain à Philadelphie. Comme Mbappé lui-même a qualifié le problème de pas particulièrement grave, il est peu probable que cela débouche sur une plainte formelle ou une procédure disciplinaire. L'issue la plus réaliste est que cet épisode devienne une ligne de plus dans la liste des problèmes opérationnels associés au tournoi. Discutés, documentés, mais pas résolus avant que le match suivant ne produise le problème suivant. Ce qu'il faudra surveiller de près, en revanche, c'est la place que continuera de prendre la météo à mesure que le tournoi s'enfoncera dans l'été nord-américain. L'orage de Philadelphie n'était pas un événement isolé. Plusieurs sites de la Coupe du Monde situés dans l'est des États-Unis et dans la région du sud-est se trouvent dans des zones où les épisodes orageux estivaux, soudains et intenses, sont bien documentés, exactement le type de phénomène capable de produire des éclairs dans un rayon de 8 miles autour d'un stade et de déclencher le protocole de remise à zéro qui a transformé une mi-temps ordinaire en 2 heures d'arrêt complet. Si des interruptions similaires se produisent dans d'autres enceintes accueillant des matchs à élimination directe, en particulier dans des stades dotés de la même surface hybride de gazon naturel posée sur une base synthétique qui a déjà suscité des remarques de plusieurs joueurs et entraîneurs pendant la phase de groupe, le débat sur la préparation météorologique et l'homogénéité des pelouses ne s'éteindra pas discrètement. Il existe aussi une question opérationnelle précise qui mérite davantage d'attention qu'elle n'en a reçue. Une interruption de 2 heures oblige les deux groupes de joueurs à refaire pratiquement depuis le début leur préparation d'avant-match. Refroidir physiquement, se réinitialiser mentalement, puis se réchauffer de nouveau pour une seconde période qui arrive finalement plus de 3 heures après leur dernier contact compétitif avec le ballon. Cette perturbation est déjà importante en elle-même. Y ajouter une surface de jeu inégale, avec la principale zone d'attaque d'une équipe encore gorgée d'eau alors que l'autre côté avait été dégagé, soulève des questions légitimes sur la capacité des équipes d'entretien des stades du tournoi à disposer du personnel et du matériel nécessaire pour traiter rapidement et uniformément toute une aire de jeu dans une fenêtre de temps réduite. Dans le football de club en saison régulière, ce serait un désagrément. Dans un match à élimination directe de Coupe du Monde, lorsqu'une équipe fait partie des favorites pour remporter tout le tournoi, cela devient une question à prendre au sérieux. Il reste difficile de savoir si la FIFA donnera des consignes à ces stades hôtes avant le début de la phase à élimination directe sur la manière de gérer ce type de scénario. Le bilan de l'organisation dans ce tournoi, lorsqu'il s'agit de répondre rapidement et avec transparence aux préoccupations opérationnelles, n'a pas été son point fort. Entre les protestations contre les pauses d'hydratation, les plaintes éthiques visant Infantino, le scandale de visa qui a empêché un arbitre d'officier dans le tournoi et désormais la situation de la pelouse à Philadelphie, le schéma récurrent est celui de problèmes qui surgissent publiquement et d'une FIFA qui répond lentement, ou pas du tout. Ce que cette Coupe du Monde a révélé plus que toute édition précédente, c'est la tension entre l'ampleur de l'ambition de la FIFA et la fragilité de sa crédibilité.
L'organisation dirige la plus grande Coupe du Monde de l'histoire sur une empreinte géographique sans précédent, avec une dotation record et un président visé par une enquête éthique en cours en raison de ses liens politiques avec le chef de l'État du pays hôte. Le football à l'intérieur de ces 16 stades a été spectaculaire. Le bruit autour du football a été incessant. La France a battu l'Irak sans trembler et se qualifie pour les 16e de finale. Mbappé a égalé un record de buts en Coupe du Monde le soir même où Messi en établissait un nouveau. Une interruption météorologique de 2 heures et une portion de pelouse inégalement raclée dans le sud de Philadelphie sont devenus leur propre petit chapitre révélateur dans un tournoi qui ne cesse de produire ce genre de chapitres. Ces moments où la réalité opérationnelle d'un événement de cette taille se heurte au sport exceptionnel qui tente d'exister en son sein. La question à l'approche de la phase à élimination directe n'est pas de savoir si le football méritera d'être regardé. Il le méritera. La question est de savoir si l'organisation qui le dirige est capable de gérer ce qu'elle a construit, et si la politique qui entoure son président continuera de trouver des moyens de s'inviter dans le récit, même lorsque l'histoire sur le terrain est déjà suffisamment extraordinaire pour réclamer toute notre attention à elle seule.